Tac, alors en effet, on est sur la partie les bonnes pratiques de cybersécurité au Maroc. Alors avant de commencer la table ronde, déjà, je voudrais remercier, rendons à César ce qui appartient à Ahmed. C'est Ahmed qui est là, donc Ahmed Azou, qui est enseignant-chercheur à l'ESIV, qui est à l'initiative de cette convergence, je dirais, entre le monde informatique et le Maroc. Vous pouvez vous lever, Ahmed. Voilà, on peut vous applaudir. Merci à vous. Je remercie aussi, alors Idriss El Yazabi était présent aussi tout à l'heure, il a dû partir parce qu'il partait à Bastille, qui est le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, donc je tiens à le remercier d'avoir été là ce jour. Je remercie aussi Aziz Tadjousti, j'espère que je prononce bien le nom, qui représente l'ambassadrice du Maroc en France. Merci d'être présente parmi nous ce jour. Et je vais inviter les intervenants donc à venir nous rejoindre. Donc, ils ont tous des parcours très riches. Donc, je vais commencer par Mohamed Saad à venir nous rejoindre. Mohamed Saad, il est directeur général adjoint à la Bourse de Casablanca, ancien président de l'OSIM, qui est l'équivalent du SIGREF, donc les grandes entreprises, SIGREF française et l'OSIM marocaine et administration, et qui est aussi auteur, qui a écrit un livre sur la transformation digitale, Mohamed, et avec un gros pilier cybersécurité, c'est ça? Donc un gros pilier sur la cybersécurité et la cyberrésilience, donc le digital de l'efficience à l'excellence. Voilà. Donc vous pourrez en parler avec Mohamed tout à l'heure. Je vais reposer le livre. Ensuite, nous avons Abdallah Degui, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, donc le CESE, qui est ancien président de l'APBI, sur toutes les technologies de l'information au Maroc, qui nous éclairera sur le rôle des institutions et la vision du secteur public, qui lui aussi donc, est venu, il en parlera des rapports, des avis du Conseil économique, social et environnemental. Je vous les montrer tout à l'heure ou on les pose? Voilà, on les montrera tout à l'heure. Voilà. Donc, merci de nous avoir rejoints. Le docteur Youssef Mazouz, qui est secrétaire général du Centre africain de la cybersécurité, donc le CAC. Bonjour Youssef. Et qui est aussi président du comité consultatif pour une IA éthique, équitable en Afrique. C'est ça? Voilà, qui viendra nous partager son expertise sur la coopération africaine et la sensibilisation. Tayeb Debak, qui est directeur de Cyberforge et ancien secrétaire de ministère. Donc Tayeb donnant une vision historique et stratégique de l'évolution de la cybersécurité au Maroc, et qu'il est aussi alors il travaille sur un ouvrage qui s'appelle Cybersécurité au Maroc, 2 décennies de maturation et défis pour un avenir souverain, et qui nous a fait là une petite édition spéciale. On le remercie, merci Tayeb, pour les cybermatinées du monde informatique. Et une version définitive là, qui doit paraître en début d'année 2026. Merci en plus gros. Voilà, pardon, excusez-moi. On finit donc par Omar. Et où il est où, Omar? Il est là. Omar El Mohamed, qui est aussi co-orchestrateur, puisqu'il est président du Forum Mumkin et qui est responsable de la cybersécurité, d'un pôle cybersécurité chez Thales. Merci, messieurs, en tout cas, de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Juste pour dire, on en parlait tout à l'heure au cocktail. Bon, le Maroc est malheureusement pas à l'abri des cyberattaques. Il y en a eu pas mal. Il y a eu des attaques de ransomware, de fuite d'informations. Il y a eu des attaques aussi où des ministères ont été visés. Les plateformes publiques, notamment la sécurité sociale au Maroc, a été touchée. Et puis, dans un contexte géopolitique qui est quand même très tendu, en Afrique et dans le monde, donc c'est de la cybersécurité, inutile de le dire, est au cœur des problématiques. On peut noter que, en fait, le Maroc est positionné comme pionnier en matière de cybersécurité, et il est classé premier en Afrique au Global Cybersecurity Index 2024, qui offre un modèle, en fait, et on y reviendra, de modèle hybride entre l'État et le domaine privé. Et il y a un autre domaine, alors c'est le grand plan aussi, Stratégie 2030, qui mène un peu, alors avec un gros volet cyber, qui mène les entreprises marocaines vers plus, je dirais, de confiance numérique, un peu, si on peut le dire comme ça. Alors, on va commencer parler un petit peu des enjeux de cybersécurité, le rôle de l'État, comment ça fonctionne. Je vais séparer la parole. Je vais être obligé de passer le micro à Tayeb. C'est que vous avez été donc ancien secrétaire de ministère, vous avez contributeur à gérer la stratégie nationale. Alors, si vous deviez nous poser un peu c'est difficile, hein, c'est le panorama aujourd'hui des enjeux de cyber, et puis
quelles sont un peu les forces en présence? Vous avez on avait le représentant tout à l'heure de l'ANSSI, du ex-Comcyber. Est-ce que vous avez un peu la même chose entre l'ANSSI, le Comcyber, les CERT? Un peu, est-ce que vous pouvez difficile, hein, mais nous faire un petit peu l'overview en ouverture? Yeah, merci beaucoup. Non, ben, en fait, j'avais écrit déjà un premier livre que j'avais appelé 15 ans de cybersécurité au Maroc, que j'avais démarré de 2007 à 2021. En arrivant chez vous, je me suis dit, c'est dommage de leur amener un bouquin qui s'arrête en 2021. C'est pour ça que, comme je prépare ce nouveau bouquin, je me suis dit, je vais faire un effort pour vous et sortir cette édition spéciale. Alors, très brièvement, le Maroc, effectivement, était pionnier parce que dès 2008, le Maroc était le seul pays africain et arabe à participer au démarrage de la Global Cyber Security Agenda qui a été lancée en 2008 à Genève. Et à cette occasion, j'ai eu le plaisir de présider l'une des 5 commissions qui représentent maintenant la commission du Global Cyber Security Index. D'accord. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a tout ce qui est légal, tout ce qui est technologique, organisation, capacité building, coopération. Moi, j'étais président de la commission numéro 3. À partir de ce moment-là, donc, j'en ai fait profiter notre pays parce que j'avais rédigé un document qui était la contribution du Maroc à l'IUT et qui a été voté à l'unanimité à Guadalajara, au Mexique. L'UIT, c'est l'Union internationale des télécoms. Il y a plusieurs bureaux, dont un sur le développement au niveau international. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer Howard Schmidt, qui était le bras droit d'Obama en matière de cybersécurité en 2010. Et suite à cela, on a mis en place au Maroc tout ce qu'on a recommandé. Donc, c'est le Maroc qui a recommandé les structures organisationnelles. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. On a mis un comité national présidé par le chef de gouvernement, un comité de suivi présidé par le ministre en charge du secteur, un comité de crise pour permettre de gérer les crises quand elles arrivent, une autorité nationale qui est la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information et le MACERT, c'est le CERT national qui a été déjà initié en 2009 et qui a été récupéré en 2011 par le DGSSI. Et nous avons travaillé beaucoup sur les lois. Une des lois, c'est la protection des données personnelles, date de 2008. D'accord. Après, il y a eu d'autres directives de la DGSSI, et en particulier la loi 0520, qui est relative à la cybersécurité, plus des décrets sur tout ce qui est problématique du cloud, tout ce qui est problématique de la mise en œuvre, de la classification, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a les structures organisationnelles qu'il faut et l'aspect légal qu'il faut. Alors maintenant, est-ce qu'on est premier en Afrique? Non. On a été classé par le Global Cyber Security Index comme étant faisant partie du tiers 1. Il y a 46 pays, on est 36e au niveau mondial, 7e en Afrique, 7e pays arabes. C'est pour juste replanter le décor, mais on est parmi les pays qui est exemple à suivre. Voilà. Merci, j'ai juste anticipé en fait, le sujet. On voit donc qu'il y a une priorité, nationale et une gouvernance. Taïeb, en quelques mots sur le CESE, en fait, le Conseil économique et social, c'est Taïeb, vous aviez vos petits documents. Abdallah, pardon. Oui, merci. En fait, très rapidement, le Conseil économique, social et environnemental, c'est une institution constitutionnelle qui a en charge d'apporter des éclairages sur les lois. Donc, on a deux modes d'opération, ou de travail. Notre méthodologie, c'est soit on est saisi par le gouvernement sur une loi, soit on s'autosaisit d'un sujet d'importance nationale ou d'une préoccupation citoyenne et pour laquelle on apporte des avis. Et donc, on est sur plusieurs sujets, que ce soit les sujets économiques, sociaux ou environnementaux. Or, la matinée, c'est plutôt pour les sujets technologiques. Je fais partie d'une commission, ce qu'on appelle la commission du savoir et de l'information. On s'est intéressé à plusieurs sujets. D'abord, en 2012, c'était l'ouverture des données publiques. On n'avait pas une loi pour permettre d'ouvrir les données publiques, et c'était l'open data. Et l'open data, c'était pour pas uniquement ouvrir les données, c'est pouvoir permettre aux administrations
qu'ils aient des dispositifs pour pouvoir libérer les données qui ont un impact social et économique. Ça, c'est un sujet. Et à partir de ce moment-là, on a déjà adressé les sujets de sécurité qui sont la classification. Parce qu'un agent public, il doit savoir quelles données doit libérer ou pas s'il n'a pas de classification. Et là, derrière, donc, on a eu les lois dont tu as cité mon ami Taïeb, et donc l'État prend en considération. Et donc le mode de travail, c'est on auditionne le gouvernement, on auditionne l'écosystème, l'ensemble des acteurs. Deuxième sujet, c'était la transformation digitale vers une transition digitale responsable et inclusive. Et là encore, c'était le sujet, c'était la transformation de nos processus digitaux. Et c'est la relation du citoyen par rapport à l'administration. Et là encore, c'était un grand volet, bien sûr, la fracture numérique. Et le deuxième sujet, c'est la confiance numérique. Une confiance numérique dans une transaction avec l'administration nécessite aussi un dispositif institutionnel légal pour permettre aux citoyens d'être en confiance, avoir des recours. Et c'est là aussi, derrière ce rapport, on a eu la possibilité d'avoir un certain ensemble de lois qui ont permis, parce que la restitution de nos rapports, elle est restituée au Premier ministre et au niveau des deux champs. Je ne vais pas citer tous les rapports on a parlé des fake news, c'est aussi un rapport qui est important, le deepfake. Derrière, il y a eu le fact-checking parce on a les avis, on a un site qui vous permettra d'avoir l'ensemble des rapports. Il y a un autre rapport aussi qui concerne l'IA. Quelle IA pour le Maroc, sur quoi on doit se positionner, quels sont les éléments sur lesquels on peut enclencher réellement une industrie ou une action. Et donc, le plus important, c'est que le conseil, c'est plutôt une institution d'écoute et de synthèse. C'est-à-dire, on écoute l'écosystème, les acteurs, on écoute les chercheurs, on écoute l'État par rapport à leurs moyens. Et tout ça donne une synthèse qu'on appelle autour d'un avis avec un certain ensemble de recommandations. Parfois, elles sont prises, parfois non. Parfois, ça met du temps parce que l'État aussi a ses contraintes. Ouais, je vous... Juste, Abdallah, vous avez sorti des avis notamment sur l'IA, la souveraineté, des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir s'il y avait un point ou deux qui pouvaient être inspirants pour la France? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent intéressantes, David, vous avez pu sentir qui pourraient inspirer l'audience aujourd'hui? Nous, ce que nous pensons, en tout cas, que ce soit sur le sujet de souveraineté, quand on a une conviction forte, c'est qu'on ne peut pas, en tout cas, un État à lui seul ne peut pas être souverain. Ça, c'est une question à la limite qui est tranchée. C'est un vieux que on peut bien sûr approcher cette souveraineté avec tous les éléments, que ce soit le capital humain, la capacité de délivrer, un écosystème important, des incentives. Mais ce que nous pensons, je pense qu'il y a des pays amis. Parce que moi, on considère par exemple sur le cloud, on se dit si le Maroc veut avoir un cloud souverain pour amener des hyperscalers, au lieu que par exemple la France avec ses propres initiatives, un pays ami comme la France, on peut co-construire et on peut être un hub avec des data privacy pour la région. C'est ces sujets-là sur lesquels on travaille pour pouvoir éventuellement avoir des relations avec des acteurs, héberger de la recherche, parce que nous avons un capital humain. Parfois, le problème, c'est que nous manquons peut-être de ressources. Les ressources, ils sont peut-être en France, ailleurs et dans d'autres pays amis. Et l'idée, c'est de faire des consortiums sur des sujets qui peuvent nous permettre d'anticiper, d'apporter des réponses. Omar, vous avez un pied, je dirais, en France parce que vous êtes chez Thales. Vous avez un peu de double regard entre la France et le Maroc. Quels sont pour vous un peu qu'est-ce qui se dégage du modèle marocain tel qu'il a été construit par rapport au modèle français? Quelles sont un peu les différences notables que vous pouvez voir et puis ce qui peut aussi inspirer les Français? Merci pour l'invitation. Peut-on parler d'un modèle marocain? Ça, c'est la première question. Après, je pense qu'il y a un modèle marocain. Est-ce qu'il est mature ou pas? Ça, c'est notre question. Par contre, si on compare ce modèle avec la France et au modèle français sur lequel je travaille, notamment chez Thales, donc je peux dire qu'il y a une grande différence. D'abord, l'approche. L'approche marocaine est une approche
étatique, c'est-à-dire c'est l'État qui y a pris en main la cybersécurité à travers la DGSSI, à travers la loi donc 05-20 de 2020, à travers les CERT, les MACERT existent, et donc ce qui lui permet donc d'avoir une cohérence et une rapidité d'action s'il le faut. Par contre, le modèle français, c'est un modèle hybride basé sur des directives européennes, des directives donc, et des lois françaises. Quand je travaille chez Thales, parfois, donc, on est confronté à des questions. Quelles directives faudrait respecter? ISO 27001, IG 1300, NIS 2 ou autres. Alors qu'au Maroc, c'est vrai que quand on construit quelque chose de nouveau, on le construit bien en prenant donc des exemples de l'étranger. Donc il y a cette différence entre les deux approches donc, étatiques et hybrides en France. Maintenant, le Maroc se base sur 3 piliers. Donc cette approche étatique sur une gouvernance qui est bien gérée par la DGSSI et enfin donc une résilience sur la sécurité et sur la cybersécurité parce que le Maroc, malgré les dernières attaques, a démontré qu'il est bien protégé, surtout sur ce qu'on appelle les domaines souverains. Donc, le Maroc a choisi un modèle sur lequel il ferme en fait les tuyaux, tout simplement. Parce que quand on est attaqué, même chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les portes et fenêtres. Donc, le Maroc, il fait pareil et il ferme quand ils se sont attaqués. Voilà. Mohamed Saad, vous êtes venu, alors vous avez plusieurs casquettes, la bourse de Casablanca, mais on y reviendra tout à l'heure, mais vous êtes ancien président de l'OSIL, je disais tout à l'heure, c'est l'équivalent du SIGREF un peu en France. Est-ce que déjà il y a des choses que vous pouvez noter entre relations des grandes entreprises dans l'administration et l'État, le fonctionnement avec la DGSI, c'est l'équivalent de l'ANSSI en fait en France. Comment vous voyez un peu ces relations se mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir sur les modes de fonctionnement déjà avec votre casquette OSIM? Merci et merci aux organisateurs pour l'invitation et on est très content d'être parmi vous et de partager en fait notre expérience, chacun dans son domaine. Je vais répondre à la question, après je vais apporter une petite nuance par rapport à ce que disait Siramal. L'OSIM, c'est les grandes entreprises, mais pas que. Parce qu'il y a de la place un peu pour tout le monde. Et donc l'OSIM, qui a une trentaine d'années d'existence, OSIM, c'est Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Donc il y a les grands, il y a aussi les moyens, les PME, il y a aussi le public, le semi-public, mais aussi les universités. Parce que depuis une quinzaine d'années, on s'est ouvert sur la PME. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire des Sogo Socha dans les années 40 et 50, quand le Japon devait se construire. Il y avait de très, très grandes entreprises, Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi, etc., qui étaient de grosses entreprises qui allaient conquérir le monde, mais qui apportaient dans leur besace des PME qui, elles, n'avaient pas les moyens d'aller, en fait, commercialiser et donc vendre outre-mer, donc justement leurs produits. Et donc, c'est comme ça que les petits et les moyens grandissent avec les grands. Alors, nous avons fait aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est allé chercher l'universitaire. Donc, si on se retrouve aujourd'hui dans un campus comme celui-là, en fait, et on l'a vu, en fait, où l'innovation, elle est très présente. Et donc, nous, on est hyper convaincus de ce pont qu'on doit créer entre les entreprises et l'université. Si Silicon Valley ou Lahore ou Bangalore en sont aujourd'hui à ce niveau d'innovation très important, c'est que on a construit à un moment donné ce pont entre les labs de recherche, les Fab Labs, et les entreprises. Donc, Microsoft, Cisco, Salesforce et toutes ces entreprises-là, ben, ils vont puiser de l'innovation dans les labs de recherche des universités. C'est ce qu'on a à notre, on va dire, modeste contribution en train de faire quand on a offert des bourses, par exemple, à l'INSIAS, qui est une école d'ingénieurs, pour pousser les doctorants à faire donc justement des sujets de recherche sur la blockchain il y a une dizaine d'années. Et donc, on continue à le faire sur l'intelligence artificielle, sur des modèles d'intelligence artificielle LLM open source, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'on peut fédérer un peu et l'innovation et les PME et les grandes entreprises. Relations avec la DGSSI, ce sont des relations
très cordiale, constructive. Donc, il nous invite à chaque fois qu'il y a des sujets qui traitent la réglementation, la 0520, on a parlé, c'était YEP, mais la 0908 aussi avec le CNDP, avec le CESE, donc il nous invite, notre ami Tgig, mais aussi son président, justement dans des audiences pour donc donner notre avis, parce que l'OSIM, c'est 120 entreprises, c'est 30% du PIB du Maroc. Donc, c'est relativement quelque chose qui pèse. Donc, éventuellement, on apporte notre pierre à l'édifice dans ce débat-là. Je voulais apporter une petite nuance par rapport à ce que disait Omar. C'est vrai que au sein de l'OSIM, par exemple, nous n'avons pas attendu la 0520 pour un peu mettre en place des modèles qui puissent sécuriser. C'est vrai qu'on va opérer par silo, mais déjà, depuis les années 2000, on a été sur la mise en place d'un certain nombre de frameworks. Je parlerai de 27001, 27002. Et donc, quand la 0520, elle a atterri, elle a trouvé un certain nombre déjà d'infrastructures d'importance vitale, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les IIV au niveau de la 0520. Elle a trouvé déjà un certain nombre d'entreprises qui étaient prêtes et donc d'une certaine facilité pour aller sur la 0520. Je pourrais aussi évoquer, et donc je finirai sur ça, sur un framework, je voudrais le partager avec l'audience, qui s'appelle CROE, C-R-O-E, il vient de l'Europe, Cyber Resilience Oversight Expectations, qui est un framework qui a été édité par la Banque Centrale Européenne. Et donc, qui l'a poussé, et la Banque Centrale Marocaine, elle l'a adopté, et l'a aussi poussé vers ce qu'on appelle les IMF, ce sont les infrastructures du marché financier, et aujourd'hui, c'est l'équivalent du NIST, sauf que c'est européen, et on se trouve qu'on est plus proche donc du CROE européen que du NIST américain. Et on peut revenir sur ces questions-là plus tard. Merci. Je vais regarder le micro parce que là maintenant vous prenez votre casquette Bourse de Casablanca. En fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a vu qu'il y a un modèle bien structuré, étatique, avec une gouvernance qui est mise en place. Mais il y a aussi des initiatives, je pense notamment aux initiatives autour des marchés de capitaux, de ce que vous avez pu créer, alors, je ne sais pas, c'est l'équivalent de l'AMF peut-être en France, sur des certes un peu sur les marchés financiers. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça apporte? C'est une agilité supplémentaire. Il y a des actions aussi qui sont, je dirais, sur des écosystèmes, en l'occurrence l'écosystème du marché des marchés financiers. Merci Olivier pour cette question. Alors, ce que je peux vous dire, c'est une question de survie des entreprises. Donc, est-ce qu'il faudrait attendre la réglementation pour qu'elle vienne avec des choses que peut-être qu'on a déjà anticipées, qu'on regarde ailleurs, qu'on a benchmarké? Et donc, c'est pour ça qu'on est parti créer ce CERT du secteur, on va dire, marché des capitaux, qu'on a appelé Capital Market Cyber Security Community. Et donc, c'est un CERT du marché des capitaux. Les banquiers ont fait la même chose avec un CERT bancaire présidé par la Banque centrale. Donc, bien que ça n'existe pas au niveau de la réglementation, bah, on a été, parce qu'on partage un certain nombre de questions. Hier soir, on partageait cet exemple de la chaîne de valeur, comme tu l'as appelé, Serdla. Et donc, éventuellement, 6 mois Bourse de Casablanca, je suis hyper bien sécurisé, j'engage tous les experts, toutes les procédures du monde, quoique ce n'est jamais assez. Mais d'un point de vue sécurisation, on met ceinture, bretelles, airbag. Bah, c'est sûr que ce système d'information boursier, il est connecté à un petit ou un moyen qui est un broker. Et donc, bien évidemment, quand bien même je me suis barricadé derrière mes remparts, bah, le risque, il peut s'amener de mon broker ou d'un client qui utilise une bourse en ligne et donc éventuellement qui pourrait créer des brèches dans toute cette chaîne de valeur. Donc, bien évidemment, on reviendra peut-être sur cette question. Pour moi, le message peut-être à passer, c'est que on doit tous chasser en meute et personne ne doit en fait laisser en bout de chaîne, en fin de chaîne. Et donc, bien évidemment, on a besoin de tout le monde. Et la force qu'on aura, c'est la force de notre maillon le plus faible. Et donc, c'est pour ça que considérer toute la chaîne de valeur, c'est quelque chose de vital pour tous les secteurs d'activité. C'est aussi un sujet très présent qui a été pointé du doigt par l'ANC en France, hein. C'est alors déjà la chaîne de valeur, je dirais industrielle de l'écosystème de l'entreprise, et en plus de ça, la chaîne de valeur IT, parce que on a à l'intérieur de cette chaîne de valeur un écosystème informatique qui peut être vulnérable par des prestataires ou des startups même dans l'écosystème financier. Youssef Mazou veut représenter le Centre africain de cybersécurité qui fait d'ailleurs 200 ans. Juste quelques mots peut-être sur ce cercle. Quel est l'objectif qui le compose? Merci Olivier pour l'invitation. Donc, le Centre africain de la cybersécurité, c'est un
C'est un centre, c'est une association qui regroupe des RSSI et des DSI de plus de 12 pays africains et on compte plus de 200 membres. Elle a été créée en 2018 avec une initiative là, avec l'essor de l'utilisation des technologies et on a vu que beaucoup de RSSI partagent les mêmes préoccupations. C'est pour ça qu'on a voulu créer un cadre qui va les regrouper, et, un cadre de partage d'expertise, partage d'expérience. Et là, on est arrivé à partager carrément des vulnérabilités. On est en train de... Un RSSI, il est victime d'une attaque. On peut communiquer entre nous de façon anonyme. Donc, en 2019, on a créé une alliance africaine pour la cybersécurité qui a regroupé des clubs DSI et RSSI des pays francophones, de l'Afrique francophone. Cette alliance nous a poussé à réfléchir pourquoi ne pas avoir un cadre législatif africain de l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'il n'existe pas. Actuellement, il n'existe que la Convention de Malabo. Tout le monde connaît la Convention de Malabo. C'est le seul cadre au niveau de l'Union africaine qui existe en matière de cybersécurité. Cette convention a été signée en 2014 par 21 pays et malheureusement, elle a été ratifiée que par 15 pays. Elle vient d'être ratifiée l'année dernière par la Mauritanie pour avoir le seuil de l'adoption. Donc, depuis 2014 jusqu'à 2023, 24, donc il y avait des vides en termes de législation. C'est pour cela, pour les pays africains, il y a une grande différence entre les pays. Il y a des pays qui sont cités dans le CGI, qui sont très en avance en matière de cybersécurité, mais beaucoup de pays sont très en retard. C'est pour ça qu'on a créé ce centre-là pour tendre la main aux pays qui sont en retard pour les faire adhérer dans cette évolution de la cybersécurité en Afrique. Et juste pour compléter, il y a une plateforme aussi en fait d'échange parce que c'est des zones géographiques très intenses. Donc vous avez quand même des rencontres, mais aussi une plateforme d'échange sur les vulnérabilités, les bonnes pratiques, la communication entre responsables cybersécurité. Oui, on a développé une plateforme qui est sous forme d'intranet pour échanger entre les membres. Au début, on a commencé par des emails de façon traditionnelle, mais on a développé une plateforme pour l'échange des expertises. Il y a des bulletins de vulnérabilité qui s'échangent chaque jour sur les vulnérabilités qui apparaissent. Et surtout, on a des modules de formation sur les nouveautés en matière de cybersécurité, surtout avec l'introduction de l'intelligence artificielle derrière nous. C'est un sujet que vous traitez aussi beaucoup. Omar, juste aussi double casquette, il y a la casquette Thales et la casquette Forum Monkey. Quelques mots peut-être sur le forum. C'est un réseau d'experts qui n'est pas que sur la cyber, mais c'est un réseau d'experts en fait, des experts marocains, je dirais, à l'étranger. Alors, Mumkin, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Mumkin? Mumkin, ça veut dire possible. We can. Donc, en arabe. Et c'est l'abréviation en fait du forum en arabe. Je vais le citer en arabe. Al-Muntada al-Maghribi lil Kafa'at wal Nukhab. Donc, c'est le forum des compétences et experts marocains à l'étranger. Voilà. Donc, Mumkin a pour vocation de rassembler les Marocains et les experts marocains à l'étranger sur 5 valeurs. Donc, la première, c'est réunir. Donc, réunir les experts, les compétences marocaines à l'étranger. Après, donc, c'est partager, c'est-à-dire un partage entre les experts et en même temps un transfert du savoir vers le Maroc avec le Maroc. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est valoriser, parce qu'il y a beaucoup d'experts marocains qui sont inconnus. Parfois, on découvre qu'un Marocain, un scientifique marocain a été nommé primé ou nommé par un président américain parce qu'il va gérer la crise Covid, par exemple. Et donc, c'est valorisé. Enfin, donc, il y a 2 valeurs, c'est aider et intégrer. Donc, intégrer de telle manière à avoir cette intégration qui
le Mumkin, donc c'est un hub, c'est une plateforme qui permet à ces experts marocains de s'intégrer, de s'entraider et en même temps donc de se faire valoriser. Et enfin aider, parce que nous sommes franco-marocains, allemands ou autres, mais c'est le Maroc qui nous unit et c'est pourquoi donc il y a cette plateforme qui rassemble tout le monde. Et donc Mumkin permet en fait d'avoir cette personnel où tout le monde va se réunir pour le bien et pour le développement du Maroc. Juste un mot en cybersécurité, là, focus cybersécurité, cyber-résilience, vraiment. Est-ce que vous êtes capable de monter une task force? J'y pense comme ça, mais de dire, par exemple, on a par exemple des systèmes industriels qui sont attaqués. Là, on a besoin, vous êtes chez Thales, vous connaissez bien ces systèmes, d'avoir besoin d'experts dans l'industrie, d'experts, je sais pas, dans le nucléaire, d'experts dans l'informatique, de réunir tout ça pour monter une task force sur un problème bien précis. C'est quelque chose en cyber que vous pouvez monter? Oui, exactement, mais pas seulement au cyber, parce qu'en fait, Monkin est organisé par pôle d'activité. Donc, nous avons un pôle éthique, et sur chaque pôle, donc les responsables. D'ailleurs, nous sommes transfrontaliers, nous ne sommes pas seulement en France. Nous avons un de nos adhérents qui vient d'Allemagne, de Lille et d'autres. Et du coup, donc, sur chaque pôle d'activité, nous pouvons créer des task forces spécialisées. Donc, nous avons l'environnement, nous avons le juridique, nous avons d'autres domaines. Mais bon, il s'avère que nous avons beaucoup d'ingénieurs et nous avons beaucoup de personnes qui travaillent dans la cybersécurité ou l'IA, notamment donc, au sein du comité de direction de Mumkin. Donc, et nous mettons à la disposition du Maroc, et justement pour développer la coopération entre le Maroc et la France notamment. Et c'est pourquoi tout à l'heure, donc, j'avais discuté avec le représentant de Nancy pour voir comment nous pourrions donc s'inspirer du modèle français, donc le IBIO-CRM, pour préparer un modèle marocain dans ce sens-là. Juste si on devait retenir un peu des bonnes pratiques ou des choses qui sont un peu transférables, Mohamed Saad, quelles sont un peu les bonnes pratiques? On a des DSI, des RSSI présents. S'il y avait des choses qu'on pouvait transférer, et que vous avez identifiées en disant voilà, alors certes, qu'on pourrait aussi inspirer la France, même si la France nous inspire, on est dans l'échange. Donc, qu'est-ce que vous pourriez noter? Et si les autres veulent réagir, ils le peuvent aussi, hein. En fait, l'infinitude des connexions en fait, a des avantages énormes. C'est pour ça que depuis très longtemps, on a travaillé avec nos amis du CIGREF sur un partage de connaissances, d'expertise et de savoir-faire. Et donc, je réitère cela à l'instar de ce qu'on fait au sein de l'OSIM, la connexion des secteurs et puis que de chasser en meute, encore une fois, c'est quelque chose qui apporte énormément, que de tenir par la main les petits et les moyens qui n'ont pas peut-être les moyens, entre guillemets, de s'équiper des dernières technologies. Ça, c'est quelque chose qui ne peut que donner un vrai boost hein, à cette résilience qu'on espère et qu'on aime avoir dans un pays, dans un État. Quand on regarde que l'Estonie, par exemple, aujourd'hui, après l'attaque de 2008 de la Russie sur son système d'information, est devenu un exemple. C'est le top 1 dans le monde en matière de mise en place de la réglementation qu'il faut et des bonnes pratiques. Et un pays comme l'Estonie va backuper ses données au Luxembourg, telle une entreprise, telle une start-up. On peut se dire que voilà un exemple. Et donc, bien évidemment, l'État elle-même doit aussi être agile et opérer comme une entreprise, comme une start-up. Abdallah, nous en France aussi, on parle, alors vous avez sorti un avis hein, sur la souveraineté. En France, on parle beaucoup de souveraineté là, en ce moment. Alors, c'est un peu toutes les sauces, hein. On peut l'interpréter comme on veut. Des fois, on peut parler d'indépendance technologique, souveraineté avec des acteurs américains ou pas. Quelle est vous? Je peux vous demander votre définition de la souveraineté, si vous deviez en donner une. C'est une question piège, Abdallah. Mais, et surtout, qu'est-ce que vous pouvez en sortir sur l'avis que vous avez sorti, de dire qu'il y a des choses qui peuvent être inspirantes ou notables? La mauvaise personne concernant la souveraineté. Moi, je crois franchement à la coopération, hein. Aujourd'hui, il est presque pratiquement pas possible d'être souverain sur l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des composants. En fait, notre point de vue, notre point de vue, c'est effectivement trouver des accords avec des pays amis
ou trouver dans des consortiums pour pouvoir apporter des solutions communes. Je donne l'exemple des data centers. Je sais qu'il y a en France un certain ensemble d'initiatives avec Google, Thales et autres. Au Maroc, vous prenez le Maroc, d'abord, on a aujourd'hui une capacité de hoster des infrastructures low cost, puisqu'on a le solaire, on a l'hydrogène. On a aussi, il n'y a pas que ça, on a, si vous prenez la dernière promotion de Polytechnique et Marocains sur les maths, ils ont ranké, peut-être on a presque raflé les 20 positions. Donc on a aussi des têtes bien faites. Et je pense que pour moi, en tout cas, pour moi et l'avis qu'on présente, c'est avoir des consortiums et des zones de recherche sur des sujets de souveraineté. Et on est aujourd'hui, par exemple, sur l'industrie, c'est-à-dire c'est demain, on veut faire des composants. Aujourd'hui, sur l'industrie, on produit plus d'1 million de voitures Renault au Maroc. Donc, on est capable de monter des dispositifs de communication, de connexion. Donc, l'idée, c'est de créer avec nos amis. Et quand je dis amis, c'est la France, nos amis africains, des consortiums pour aller approcher ce qu'on appelle une souveraineté. C'est comme une sécurité plutôt qu'une souveraineté, une sécurité, une dépendance pas trop forte, mais au moins on approche un optimum. Disons, en France, on parle beaucoup du en même temps qu'eux, c'est d'aspect collaboratif et en même temps d'être, je dirais, indépendant ou d'éviter toute dépendance technologique ou toute adhérence à la technologie. Youssef, peut-être toujours sur un peu cette idée de bonne pratique qui pourrait être ressortir. Vous êtes, vous, avec alors je disais cercle, mais c'est l'association sur la cybersécurité. Vous avez un territoire très large avec, vous l'avez dit, c'est très hétérogène, des petits pays, des grands pays, des pays qui sont très en retard et d'autres très en avance. Qu'est-ce qui peut ressortir? Est-ce que c'est l'aspect comment faire, vivre cette collaboration? Et évidemment, lorsqu'on collabore, bien sûr, la collaboration, c'est des deux parties, et win-win. C'est pour cela, toujours dans le cadre de nos initiatives, on essaye d'avoir des échanges d'expertise, partager avec les pays qui sont en retard en matière de cybersécurité, des expertises qui vont aider à la formation. On participe à des séances de formation en Afrique. On a participé dans le Cyber Africa Forum qui s'organise à Abidjan qui s'est organisé à Abidjan en 2024 avec des experts qui ont animé des sessions sur la cybersécurité en Afrique et sur les tendances de la cybersécurité. Mais toujours, on soulève cette problématique de souveraineté. Effectivement, je vais rebondir sur la problématique de souveraineté, mais nous, on la voit à l'échelle africaine et souveraineté continentale. Là, je vais parler un peu de l'arsenal juridique. J'ai cité tout à l'heure qu'il n'y a pas un arsenal juridique africain pour l'Afrique. Et lorsqu'on parle d'un arsenal juridique, on sait en Europe, par exemple, ils ont la RGPD qui régit l'utilisation des données à caractère personnel en Europe. Mais lorsque ces données sont échangées avec des pays africains, est-ce qu'il y a cet engagement des deux côtés? C'est-à-dire que les Africains, ils vont s'engager à ne pas, les Européens vont s'engager à ne pas avoir des utilisations hors la loi, même s'il n'y a pas de loi. En France, en Afrique, c'est pour ça on a pensé à avoir une réglementation africaine. Et lorsqu'on parle de réglementation africaine, c'est d'avoir une protection des données africaines de l'Afrique. On a, dans le Centre africain de la cybersécurité, on a proposé ou revendiqué d'avoir un data center africain pour héberger les données de l'Afrique. Ça, on parle de la souveraineté parce que la plupart des données sont hébergées dans des data centers, des grands éditeurs et des géants de la technologie comme Google, comme Amazon, etc. Mais est-ce qu'on est souverain lorsque nos données sont utilisées par d'autres éditeurs? Avoir ces données, là je vais remonter vers l'intelligence artificielle parce que maintenant l'intelligence artificielle, ça alimente des données. Mais lorsque ces données
ne sont pas propriétaires de nos données. Donc là, il y a le risque des biais, il y a beaucoup de risques sur lesquels on a travaillé dans le cadre de la comité consultatif pour une IA éthique et équitable en Afrique. Ce que vous mettez en relief, c'est agir localement, agir régionalement et dans une coopération internationale. Juste un mot, est-ce que vous avez aussi une coopération avec les... Je dirais, il y a des groupes de cybercriminels en Afrique, il y en a partout. Avec aussi, c'est juste la cyber ou il y a aussi une dimension de coopération avec les services de police, de sécurité, de renseignement? C'est aussi une autre dimension, un rôle aussi du cercle, enfin du centre ou pas? Bien sûr, dans le Cyber Africa Forum, on a rencontré le représentant de l'Union de l'Interpol africain. On a échangé de collaborer dans ce sens parce qu'il y a une coopération entre les Interpol africains dans l'aspect cybersécurité, pas dans l'aspect cybersécurité, parce que après une attaque, il y a des investigations qui nécessitent. On sait que les crimes numériques, ce sont des crimes transnationaux. Ça veut dire que nécessite une coopération entre les pays pour pouvoir en fait contourner les attaquants, bien les hackers. Il y a également une union des CERT, une coopération entre les CERT. Il y a une union africaine des CERT qui s'entraident entre eux pour lutter contre les crimes cyber. Juste, le temps passe, mais je vais passer la parole à Taïb. Vous avez un autre livre aussi. Vous allez en parler. Je ne vais pas le déplorer. Mais un peu, ce qui devrait ressortir, s'il y a des choses qui doivent ressortir en termes de... Alors, est-ce que c'est le modèle de maturité que vous avez pu mettre en place? C'est un peu toujours dans cette idée de dire qu'est-ce qui est transférable, qu'est-ce qui peut inspirer. Si vous aviez quelques points là que vous pouvez aborder, et puis vous faites du teasing avec le livre. Bon, j'ai ouvert la parenthèse, je vais la fermer, je crois, d'après ce que j'ai cru. Bien, écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de mon rôle en tant que secrétaire général. J'avais proposé un modèle, effectivement, que j'ai appelé National Cyber Security Management System, un framework qui contient un certain nombre d'objectifs, un modèle de maturité, un RACI et un guide d'implémentation. Et ça a été validé par l'IUT, c'est un document officiel de l'IUT, et que j'ai publié en tant que livre. Et nos travaux de recherche, parce qu'on a fait de la recherche avec un certain nombre d'organismes, aussi bien à Londres, Lisbonne qu'au Caire, et on a été cité en 2022 par l'OTAN dans le cadre de ses recommandations pays de l'OTAN en matière de cybersécurité. Et il s'avère que ce bouquin, il a été conçu en 2009. Ce n'est qu'après qu'il y a eu les autres modèles de maturité, celui d'Oxford, celui de l'Australie, celui de l'Inde, etc., etc. Alors que dans ce bouquin, ce que j'ai fait, j'ai récapitulé tout ce que font les autres par rapport à ce modèle que j'ai appelé NCSec 2010, National Cyber Security 2010, qui permet de mesurer la maturité. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit, c'est pas suffisant, il faudrait que je reprenne mon modèle, et je l'ai appelé NCSec 2025, où j'ai repris tous les autres modèles, on les a intégrés. Celui-là, il y avait 34 objectifs de contrôle. Le nouveau fait 105 objectifs de contrôle. Et j'ai développé une plateforme qui a été validée par la DGSCI et avec l'Université Mohammed V, parce que mon co-auteur, il est vice-président de l'Université Mohammed V. La DGSCI nous a demandé de le présenter à l'ANCA. L'ANCA qui est... African Network for Cybersecurity Authorities, qui est composé de 22 pays. Et on va leur proposer justement, pour aider les pays en voie de développement, les pays africains, à mesurer leur maturité. Et dans le cadre de la plateforme, j'ai développé avec l'IA les recommandations. C'est-à-dire que le pays va pouvoir dire par rapport à chacun des 105 points de contrôle, où est-ce qu'il est sa situation, c'est son profil. D'après lui, il est à 2. Et le target profile, est-ce qu'il veut passer à 3 ou à 4? Et à partir de là, je génère automatiquement les recommandations et cette plateforme est opérationnelle, démontrable. On a eu un décalage parce qu'on devait aller à Kigali le 21 juillet. Il y a eu un décalage, on va y aller et tout est prêt. Et ça va être l'objet du nouveau bouquin qui traite de ce nouveau modèle qui est
basé sur le Global Cybersecurity Index. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'axe légal, l'axe technologie, l'axe organisation, l'axe capacity building awareness et l'axe coopération aussi bien internationale, régionale que nationale. Alors, je pense que ce modèle-là, en tant que tel, peut être partagé et la France peut s'évaluer et se dire par rapport à ce modèle, où est-ce que j'en suis? Bon, je ne vais pas dire le Maroc, il a combien sur 5, parce que comme on a été noté avec 97,5 sur 100 lors du dernier Global Cyber Security Index, et j'ai été à Genève voir la personne qui est responsable, je lui ai dit, mon vieux, tu es un peu à côté de la plaque parce que c'est pas possible, on ne peut pas avoir, même si on est parmi les premiers de la classe, on ne peut pas avoir 97, on a des choses à améliorer. Et par rapport à ce modèle-là, j'ai intégré effectivement toutes les nouvelles technologies, la cybersécurité, par rapport à l'IA, par rapport au cloud, et j'ai essayé d'anticiper par rapport à ce qui va se passer. Alors, c'est normal que si maintenant j'évalue le Maroc, on serait à 2,7, 2,8 sur 5. Bon, mais c'est juste une estimation. Pas encore fait l'exercice. Donc, par rapport à la souveraineté, je vous invite à lire un de mes articles, parce que j'écris régulièrement, et tous mes articles sont sur LinkedIn, sur la souveraineté, où je définis la souveraineté suivant 5 axes, où je donne un certain nombre d'exemples où on peut tendre vers la souveraineté. Par exemple, avec Thales, on est en train de mettre en place un satellite qui sera positionné à 35 000 km, d'accord, et qui va pouvoir couvrir 27 pays africains, dont le Maroc. Donc, il sera géré par les Marocains et maintenu par les Marocains. Alors, je voudrais avoir la confirmation de nos amis de Thales. Est-ce que ce satellite-là, on le sera vraiment autonome ou pas? Point d'interrogation. Un des axes de la souveraineté, c'est les ressources humaines. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que j'ai toujours dit au Maroc, et j'ai écrit dernièrement, par rapport à la cybersécurité, j'ai développé un concept et j'ai dit aux jeunes, stay to secure Morocco. Et pour nos amis à l'étranger, je dis come back to secure Morocco. D'accord? Alors, il y a l'axe de la souveraineté passe par le capital humain, l'innovation, la recherche. Pourquoi? Pour créer des logiciels. Et si on crée des logiciels 100% marocains pour nous protéger, on pourrait les partager avec nos amis africains et peut-être nos amis français. Pourquoi pas? Merci Tayeb. Donc je vous invite à aller plus loin tout à l'heure lors de cocktail avec Tayeb sur ce modèle de maturité, de scoring en fait. Viennent des mots. Et vous avez passé la parole à Omar sur Thales, là, sur l'aspect. Alors, est-ce que c'est une solution souveraine ou pas? Et juste, je terminerai, puisqu'on arrive à la fin, vous pouvez répondre, mais d'avoir vraiment si un point chacun sur la spécificité marocaine, sur l'apport du Maroc, si on parlait de filière industrielle, de souveraineté. Donc, voilà. Mais vous pouvez déjà répondre sur Tayeb, sur le sujet du satellite. Oui, c'est vrai, Taïb a essayé de me corrompre pour avoir plus d'informations. Mais bon, entre mon pays d'origine et mon pays d'adoption, il y a, non, non, il y a deux choses à respecter. Non, pour être sérieux, moi je pense que le modèle de maturité qui a été appliqué donne la même notation entre le Maroc et la France. Parce que la France a aussi 97,5%. Sachant que la moyenne, juste pour vous donner la moyenne des pays du monde, c'est 67,5%. Donc le Maroc est vraiment bien placé. Par contre, donc, tout à l'heure, j'ai parlé du modèle marocain en disant que c'est un modèle étatique, alors que le modèle français est un modèle hybride. Un modèle hybride parce qu'il est basé sur l'ANSSI, sur l'État, mais aussi sur des organismes et des sociétés, des OIV, donc des organisations à importance vitale, telles que Thales, telles que Orange, Atos, et ainsi de suite. Et donc, ces entreprises travaillent pour la cybersécurité. Et donc, la maturité, donc quand on veut mesurer la maturité en France, ben, on va la mesurer notamment dans le point de vue étatique, mais dans des entreprises. Alors qu'au Maroc, c'est juste une mesure sur l'environnement gouvernemental. Donc, du coup, cette mesure, elle est un petit peu biaisée. Et donc, d'où la note. Donc, Walter, il est là. Donc, je pense qu'il faut corriger la note. Voilà. Donc, par contre, donc le Maroc doit développer justement donc
il a développé à Tanger des zones franches. Nous avons Renault, nous sommes en train d'exporter 1 million de voitures chaque année. Mais il faut aussi développer des centres de compétences, des SOC, dans la partie sécurité, cybersécurité, dans les zones franches, en travaillant avec des sociétés qui sont prêtes justement donc, à rentrer au Maroc, à développer au Maroc et à s'installer au Maroc. D'ailleurs, nous avons des représentants de plusieurs sociétés ici que j'invite justement donc à le contacter parce qu'on peut être facilitateur pour travailler avec le Maroc et justement construire un modèle hybride aussi en développant des sociétés marocaines, des startups marocaines dans ce domaine-là. Le mot de la fin, chacun le mot de la fin d'ailleurs. Très brièvement, hein, je ne vais pas parler de cybersécurité, mais je vais parler de mon pays. Je pense qu'on est un pays indépendamment des classements, hein, parfois les classements sont biaisés, mais je pense que si vous voyez un peu l'historique et le développement de notre pays, on est un pays de défis. On a choisi de monter le plus grand stade du monde. Ça, c'est un choix. Donc, on a choisi le train grande vitesse. C'est un choix en termes d'infrastructure. Et effectivement, on a des infrastructures aujourd'hui. Donc, je pense que ce que tu dis en moi, effectivement, il faudrait absolument qu'il ait cette volonté, au-delà juste d'accords commerciaux, mais plutôt de co-construction. C'est-à-dire aujourd'hui, le Maroc tend à co-construire puisque on a passé une étape, puisqu'aujourd'hui, on est en train de construire des ponts en Afrique, de gérer des ports ailleurs. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous voyons dans des partenariats de coopération avec des entreprises. Et bien sûr, il y a de la place pour tous les mondes intelligents. Je retiens 2 mots, co-construction et les ponts, c'est aussi pour faire des ponts avec les autres pays, les autres populations. Voilà, je vous laisse la parole pour quelques mots de conclusion. Pour rester sur la même métaphore, Saad a parlé de Coupe du Monde. J'ai envie aussi de gagner cette Coupe du Monde de la cybersécurité, bien évidemment. Et puis, dans le livre, je rappelle qu'il y a 2 types d'entreprises. Celles qui se sont fait attaquer et qui le savent, et celles qui se sont fait attaquer mais qui ne le savent pas encore. Ce qui fait que personne n'y échappe, bien évidemment. Mais ma préoccupation majeure va vers le citoyen lambda. Parce que là, les réglementations dont on a parlé touchent les entreprises. Mais celui qui est sur un Jebel Aroui ou qui est sur une zone défavorisée, bon, il est relativement déconnecté du système. Et donc, c'est pour ce Marocain-là qu'il faudrait qu'on ramène des solutions jusqu'à chez lui. Donc, encore une fois, nous sommes très ouverts. On a fait ce déplacement pour encore une fois venir rencontrer des confrères, des gens avec qui on peut tisser ce pont, bien évidemment, que ce soit des organisations, bon, l'ACNIL, le CIGREF, l'école elle-même, l'université elle-même. Et donc, on est ouvert donc justement à tout ce qui peut améliorer en fait le vécu, hein, la qualité de vie des citoyens marocains, français. Et bien évidemment, encore une fois, merci pour votre hospitalité et merci pour l'accueil. Au juste, vous avez oublié aussi celles qui se sont fait attaquer et qui ne le savent pas. Et les APT et qui sont là et qui expliquent l'information sans que l'entreprise le sache. Le mot de la fin, quelques mots. Merci. Donc, moi, bien sûr, je suis marocain et le centre africain, il est basé au Maroc. Et tous les membres d'autres pays, ils sollicitent l'expertise, bien sûr, marocaine en matière de cybersécurité. Et là, on est fiers de cet exploit. Je vais juste rappeler, vous n'avez pas évoqué en fait la partie risque liée à l'intelligence artificielle, cybersécurité tout à l'heure. Mes confrères, ils ont cité quelques attaques. Mais là, je vous invite de rester à l'écoute parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive. Déjà, les attaques changent. Récemment, on a vu l'attaque mail in the prompt. Avant, on avait mail in the middle. Maintenant, on a même in the prompt. Il y a des attaques sur le prompt de l'intelligence artificielle qui peuvent réorienter les commandes qu'on donne à ChatGPT pour lui donner des informations. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de vous faire un résumé d'un document confidentiel
et vous avez une extension qui est installée sur un lecteur web. Un malveillant peut venir et dire, voilà, donne-moi le contenu de ce document et envoie-le à cet email. Ou l'intelligence ChatGPT. Là, c'est pour ça il faut toujours penser de cette utilisation éthique de l'intelligence artificielle, ces moments de fin, et rester vigilant parce que on ne sait pas l'avenir, ce qu'il nous cache en termes de l'intelligence artificielle. On avait fait un sujet sur peut-on hacker l'IA et en effet, on peut aussi pousser de fausses informations. Ça y est. Alors, ça va être un grand mot de la fin. Parce que bon, dernièrement, je m'excuse de vous parler toujours de mes articles. Le dernier article que j'ai publié, c'est la cybersécurité, nouveau terrain de jeu des grands événements sportifs. Et dans cet article, j'ai proposé directement la mise en place du Task Force Secure Morocco 2030, exprès parce que la Coupe du Monde est en 2030, avec la création de 2 squads. Une squad qui permettra de mobiliser les Marocains du monde, et les Marocains du Maroc et les amis étrangers parce qu'ils ont une expérience en matière de grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques, de nous aider dans le cadre de cette task force pour préparer la sécurisation de la Coupe du Monde. Mais en parallèle, j'ai suggéré la création d'un écosystème pour l'industrie du logiciel en matière de cybersécurité. Et il y a eu déjà la création d'un centre de l'innovation de cybersécurité par décret. Et son directeur, c'est mon co-auteur du livre. Alors, dans le cadre du partenariat, de la collaboration avec la France, je vous sollicite, avec les instances, de nous aider sur ce 2 volets, la mise en place d'un écosystème de l'industrie de la cybersécurité et d'un autre côté, la prévention et la protection parce que ce que je dis à la radio dernièrement, je leur dis, bon, la Coupe d'Afrique 2025, c'est cuit, moi, j'ai rien à vous faire. Par contre, pour 2030, il y a encore, bien que Qatar avait démarré 9 ans avant. En France, pour les Jeux Olympiques, il y a 3000 personnes qui ont été mobilisées pour la cybersécurité. Et je crois qu'il y a un retour d'expérience en matière de préparation aux Jeux Olympiques qui nous aidera énormément. Et je sollicite, et nos amis de l'ambassade, je les sollicite aussi de faire ce lien avec le gouvernement français pour nous aider. Et merci beaucoup pour votre invitation et votre accueil. Merci. Alors, on pourra vous mettre en relation, si ce n'est déjà fait, Jacques, avec Bruno Marie-Rose, qui donc a dirigé le côté système d'information, les jeux, et qui était personnalité IT du monde informatique cette année. Juste, Omar m'a fait un signe, il veut juste 30 secondes de conclusion. Juste dire que le Maroc, justement, donc, il y a un décret qui a été publié le 6 mai dernier pour la création du centre d'innovation en cybersécurité. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que le Maroc a réussi à être parmi les 4 meilleures équipes du monde parce qu'il a été chercher les meilleurs footballeurs marocains à l'étranger. Donc, si on fait pareil en cybersécurité, dans chaque domaine, je pense que le Maroc réussira à être parmi le top mondial dans chaque domaine. Merci. Eh bien, merci à tout le monde, merci pour cette initiative. À vous, Tayeb. Ok. Ah, très bien. Alors, en fait, Tayeb peut offrir. Donc, alors, parce que la question que je me pose juste avant, est-ce que les cils vous ouvrent au Maroc ou pas? C'est une projection, enfin. On a fait une visite au Maroc récemment pour voir les possibilités d'ouvrir effectivement des formations post-bac ou post-prépa en coopération avec des établissements existants. On fait partie du groupe AD Éducation qui a un fort développement en Europe et puis qui envisage aussi de se développer au Maroc plus particulièrement. Oui. Donc c'est une voie, et j'espère qu'on en parlera un peu cet après-midi, de développement bien évidemment. Je tiens à vous remercier pour votre accueil et pour l'organisation et d'inviter le Maroc pour parler de son expérience. Et je vous offre ce modeste ouvrage qui est provisoire parce que c'est une édition spéciale pour cet événement. La version officielle sortira en janvier. Je vous promets d'envoyer la version définitive. Et merci beaucoup.